Différentiel partiel d'ordre supérieur. Soit E1, E2, ENF, n plus 1 espace vectoriel normé. Soit E, le produit cartésien des espaces vectoriels EI. Petit a égale A1, A2, AN, un élément de E. Et U, un ouvert de E contenant A. Et puis F, une application de U à valeur dans F, qui est définie sur U. Donc la différentielle partielle d'indice I de F au point A est la différentielle, si elle existe, définie par DI de F en A, c'est la différentielle de l'application qui à xi fait associer f de a1, a2, ai-1, xi, ai plus 1, an au point ai. On voit donc que di de f en A est une application linéaire continue de ei dans f. Bien sûr, ici, cette application-là, elle est définie sur EI, c'est une application de EI à valeur dans F. Ainsi, DIF est une application de U qui est contenue dans le produit de EI à valeur dans LC de EIF. On définit les différentiels partiels d'ordre quelconque par les relations de récurrence. dp, I1, I2, IP en F au point A, ou 2F au point A, c'est DI1, la différentielle partielle d'indice I1, de la fonction dp-1, I2, IP de F au point A. On a évidemment dp de I1, I2, IP de F au point A est un élément de LC du produit des EI, I allant de 1 jusqu'à P, dans F. Théorème de Schwartz. Donc le théorème de Schwartz a pour objectif primordial de voir que pour une fonction f définie de deux variables, est-ce que si l'on permute dxi et xj, est-ce qu'on a l'égalité suivante? Est-ce que d2 de f dxi dxj égale à d de f dxj dxi? Alors, on a vu précédemment que si la différentielle d'ordre n d'une fonction f définie sur un ouvert U de E à valeur dans f soit définie en tout point U de E, alors la différentielle dn de f de A, quand elle existe, peut être vue comme une application n linéaire continue de E dans f. Donc dn de f en A, lorsque dn de f en A existe, c'est une application n linéaire continue de E à valeur dans f. On a donc une application dn de f de U dans l'espace des applications n linéaires continues de U dans f. Alors maintenant, c'est le théorème de Schwartz, soit donc une application d'un ouvert U d'un espace vectoriel normé qui est produit de E1 croix E2 croix EP dans un espace vectoriel normé F. Donc si F est deux fois différenciable au point A, en un point A de U,
Alors, pour tout I et J allant de 1 jusqu'à P, HI appartenant à I, HJ appartenant à J, alors D2 IJ de F au point A appliqué à HI à HJ, c'est D2 de F d'indice JI au point A appliqué à HJ et puis HI. Donc on peut, en permutant IJ ici, en remplaçant IJ par JI, on doit permuter HI et HJ dans l'égalité. Lorsque E égale Rn, le théorème de Schwarz s'énonce comme suit. Donc si f est une application d'un ouvert U de A qui est d'un élément d'un ouvert U de Rn à valeur dans un espace vectoriel normé F qui est supposé P fois différenciable en A. Alors, pour tout I1 IP appartenant à cet ensemble-là, à cet égale 1, 2 jusqu'à n, et pour toute permutation sigma de l'ensemble 1, 2 jusqu'à p, on a dp de f, dx i sigma 1, dx i sigma p au point A, c'est dp de f, dx i 1, dx i p au point A. Donc vous voyez que ça, ne dépend pas de la permutation sigma. Et maintenant, une autre variante du théorème de Schwarz est la suivante. Soit f une application d'un ouvert U d'un espace vectoriel normé E à valeur dans F, donc f de U dans F, où U est contenu dans E, qui est supposé P fois différenciable au point A, alors la différentielle dP de f en A, qui est bien entendu application P linéaire continue, de E à valeur dans F, donc la différentielle d'ordre P, dP de f en A, de f au point A, est une application P linéaire symétrique. Voilà, le nouveau, c'est que cette application est symétrique. Cette application multilinéaire, P linéaire, dP f en A, de H, donc je permute, H sigma de 1, H sigma de P égale à dP de f en A, H1 jusqu'à HP, bien entendu, quel que soit sigma, une permutation de l'ensemble 1 jusqu'à P. Et ça, c'est vraiment important et nouveau. Maintenant, on passe aux formules de Taylor. Alors évidemment, je rappelle juste une petite chose, c'est que dans les formules de Taylor, comme on le connaît, donc f de x plus h, c'est la somme de... donc c'est f de a plus la somme des hp sur factoriel p dérivé au fpim. On a. Alors, donc ici le rôle est le même, seulement la notation, on ne peut pas écrire h2, h3, h au cube, parce que h est un vecteur. Donc ce qui va remplacer h à la puissance p par, on écrit hp, ça va désigner le p uplet h, 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 p fois. Et soit donc phi une application de E dans F définie par, l'application définie par phi de h égale différentiel de P en A appliqué à HP. Bien sûr, ça a un sens parce que dP de F en A, c'est une application P linéaire. P linéaire, donc elle s'applique sur un P uplet de vecteur de E. On a, et ça c'est pas difficile à montrer, juste en utilisant la définition de la différenciabilité. Donc, d phi en h, la différentielle de phi au point h, c'est p dp de f en a, h p moins 1. C'est-à-dire, ici, on aurait un p moins 1 uplet. d2 phi en h, c'est p fois p moins 1, dp de f en a, mais h à la puissance p moins 2, c'est-à-dire h un p moins 2 uplet.
etc. Donc, et enfin, dp de phi en h, c'est factoriel p dp de f au point. Formule de Taylor-Young. Soit E et F, deux espaces vectoriels normés, petit a appartenant à E, U un voisinage de petit a, et F une application de U dans F qui vérifie dp de F en A existe. Bon, il suffit que ça existe. Alors, F de A plus H moins F de A moins df indice A en H moins etc. moins 1 sur factoriel P différentiel de P de F en A HP est un infiniment petit d'ordre P. Donc c'est un HP epsilon de H avec epsilon de H tend vers 0. Quand H tend vers 0. Et puis formule de Taylor-Lagrange. Bon, on doit les rappeler. Les rappeler et voir la différence avec le cas d'application de R vers R, de Rn dans Rp. Ou plus généralement de Rn dans R. Soit donc EF deux espaces vectoriels normés, tout court, petit a et petit h dans petit a un point de E et petit h un vecteur de E, U un voisinage de A tel que le segment A plus H soit contenu dans U, et petit f une application de U dans F qui est supposée de classe Cn sur U, et tel que la différentielle dn plus 1 de F en X, en norme bien sûr, est majorée par M, quel que soit X appartenant au segment A plus H. Bien entendu, ça c'est la norme d'une application linéaire qui est vue précédemment. M étant bien entendu une constante positive. Alors, la norme de f de A plus H, moins cette fameuse différence, donc moins f de A, moins différentiel de f en A appliqué à H, moins 1 sur factoriel n, dn de f en A Hn, est inférieur ou égal à m, h à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Il y a certains problèmes où on utilise ce genre de formule. Donc la troisième formule de Taylor, qui est aussi intéressante, c'est la formule de Taylor avec reste Lagrange. Alors, donc, toujours les hypothèses du théorème précédent, mais on suppose seulement de plus que F est un espace de Banach, parce qu'on va intégrer. Alors, f de A plus H égale f de A, plus la différentielle de f en A appliquée à H, plus, etc., plus 1 sur factoriel n, différentielle d'ordre n de f en A appliquée à Hn, plus la somme intégrale de 0 à 1 moins t à la puissance n sur factoriel n, différentielle d'ordre n plus 1 de f au point x plus th, appliqué à h à la puissance n plus 1 dt. Ça, c'est la formule de Taylor avec reste intégral dans le cas d'application d'un espace vectoriel normé dans un autre. Le cas général. Alors, remarque, K ou E égale RQ. Donc, on revient toujours à l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qu'on peut toucher, où on peut donner des exemples, où on peut comprendre mieux. C'est moins abstrait que, je ne sais pas, c'est moins abstrait qu'un espace vectoriel normé quelconque. Mais je me demande... Donc, soit donc EI, I compris entre 1 jusqu'à Q, la base canonique de RQ, Q étant un entier naturel non nul. On a la dérivée partielle de f sur dxi au point A, bon, juste en appliquant la définition de tout à l'heure, juste la définition, on voit que c'est la différentielle de f en A appliquée au vecteur EI.
De même, d de f sur dxi, dxj au point A, ce n'est rien d'autre que la différentielle seconde d de f en A appliquée à EI, EJ. Et par récurrence, dp de f sur dxi1 ip en A, c'est dp de f en A appliqué à EI1, EIP. Ce n'est pas facile à démontrer, c'est bien de le faire pour saisir les définitions. Alors, dans ces conditions, on a différentiel de P de F au point A, appliqué à HP, c'est exactement, bon, en remplaçant H, mais plusieurs variantes, donc D, dpf on a, H, ça c'est P fois, mais le premier H, je vais l'écrire H somme des H I1, EI1, donc la variable c'est I1 allant de 1 jusqu'à N. Le dernier ici, je le remplace par HIP, EIP. Et en utilisant le fait que différentiel de PF en A est une application P linéaire, donc je fais sortir HI1, HIP, dP de F en A, EI1, EIP, et voilà ce qui reste. Donc HI1, HIP produit dP de F, dXI1, dXIP en A. Théorème des accroissements finis. Bien sûr, ça semble différent du théorème des accroissements finis dans le cas des applications de R dans R ou dans le cas de des fonctions dans le cas de des fonctions de R vers R. Voilà. Théorème. Soit EF, deux espaces vectoriels normés, U un ouvert de E, petit f une application de U dans F, qui est supposé différenciable sur U, petit a et petit b, deux éléments de U, qui vérifient la chose suivante, c'est que le segment AB soit contenu dans U. On suppose donc qu'il existe une constante réelle positive, telle que quoi? Telle que f' de t est inférieur ou égal à m, et majoré par m, quel que soit t appartenant au segment AB. Alors, la norme de f de b moins f de a est plus petit ou égal à m, b moins 1. Corollaire. Soit EF, deux espaces vectoriels normés, U un ouvert de E, F une application de U dans F, qui est supposé différenciable sur U. On suppose en outre qu'il existe une constante réelle positive m telle que, quel que soit x appartenant à U, on est différentiel de f en x est inférieur ou égal à m. Alors, la norme de f de b moins f de a, ou la distance de f de b et f de a, est majorée par m, la norme de b moins 1. Alors, comme corollaire, soit EF deux espaces vectoriels normés, U un ouvert connexe de E, petit f une application de U dans F, ce qui est supposé différenciable sur U, alors les propriétés suivantes sont équivalentes. F constante sur U et la différentielle de F en x égale à 0 pour chaque x de U. Donc le théorème tombe en défaut si f n'est pas connexe, si U n'est pas connexe. Pensez au cas de R étoile qui n'est pas connexe et pensez à une fonction f dont la dérivée s'annule sur R étoile. Est-ce que f est constante? Bon, maintenant on définit ce qu'on entend par un CK difféomorphisme. Soit EF, deux espaces vectoriels normés, U un ouvert de E, V un ouvert de F, et petit f une application de U dans V,
et K un entier naturel. Bon, supérieur ou égal à 1. Donc on dit que F est un CK difféomorphisme, ou difféomorphisme de classe CK, de U sur V. C'est quoi? Si F et F-1 sont différenciables de classe CK. C'est vrai que parmi les propriétés qu'on a vues tout à l'heure, on n'a pas parlé de la différentielle de l'application inverse, F-1. Alors, donc, il fallait attendre la définition d'un CK difféomorphisme. Donc, soit F de U sur V un difféomorphisme, alors sa différentielle en chaque point de U est un isomorphisme de E sur F, et la différentielle de la fonction réciproque f-1 est liée à celle de f par la formule suivante. La différentielle de f-1, voilà, au point f de x, égale à df indice x moins 1. C'est l'inverse de la différentielle de f en x. Donc df moins 1 au point f de x, qui est égal à y, égale df indice x moins 1. Mais bien entendu, ceci doit supposer que f est un difféomorphisme. Maintenant, on aborde un des grands théorèmes d'analyse qui s'appelle le théorème des fonctions implicites. Donc, la question qui se pose en général, si vous avez une fonction qui dépend de x et de y, est-ce que je peux exprimer y en fonction de x ou x en fonction de y? Sinon, existe-t-il des conditions qui nous permettent d'exprimer y en fonction de x ou x en fonction de y? Pensez évidemment au cas du cercle. X carré plus y au carré égale 1. Et pensez par exemple ici. Est-ce que au voisinage de ce point-là qui est 1, 0, on peut exprimer y en fonction de x? Est-ce que ici, je peux trouver un voisinage ouvert de ce point-là, de telle sorte que y soit une fonction de x? Évidemment, intuitivement non, parce que déjà, si ça a un sens, un point peut avoir deux images, donc ça ne peut pas être une application. Eh bien, ce théorème va être précisé ici par ce qu'on entend par ce grand théorème, théorème des fonctions implicites. Soit E, F et G, trois espaces de Banach. Oui, je parle de Banach parce que la démonstration utilise le théorème du point fixe qui utilise la convergence d'une suite de Cauchy et par conséquent, on doit supposer que les espaces ici sont des espaces de Banach. Donc, on se donne AB appartenant E croix F, grand A une partie ouverte de E croix F qui contient à la fois A et B, petit f une application de grand A dans G, qui est de classe CK avec K supérieur égal à 1, tel que f de AB égale à 0. Et la condition suivante, que la différentielle D2 de f, d'indice 2 de f au point AB, est un isomorphisme de f dans G. C'est ça la condition qui va jouer le rôle pour exprimer y en fonction de x. Alors, il existe une partie ouverte U de E contenant A, une partie ouverte V de F contenant B,
une application phi de U dans F de classe CK telle que d'abord phi de A égale à B. Pour tout x, y appartenant à U croix V, on a la relation f de x, y égale à 0, c'est la même chose que y égale à phi de x. Cette application qui est de classe CK, on peut connaître sa différentielle. Donc sa différentielle df indice x égale a moins d2 de f en x, phi de x moins 1 rond d1 de f en x, phi de x, ceci pour chaque x de u. Donc ici, on peut exprimer localement y en fonction de x par une fonction différentiable. La condition qu'il y a, c'est d2 de f au point AB est un isomorphisme de f dans G. Dans le cas de R croix R, il suffit que la dérivée de f par rapport à y ne soit pas nulle, ce qui n'est pas le cas dans le cas du cercle. Parce que la dérivée, dans le cas du cercle tout à l'heure, par rapport à y, au point 1, 0, c'est 0. Et ce n'est pas différent de 0. Mais on a un autre point où la dérivée de f par rapport à y est différent de 0. On peut exprimer y en fonction de x. Revenir au cas de l'exemple du cercle. Alors, on regarde le cas où E égale RP et F égale G égale RQ. Donc D2 de F au point AB est un homéomorphisme. Donc dans le cas E égale RP, F égale G égale RQ, alors les propriétés suivantes sont équivalentes. D2 de F est un homéomorphisme. Ça, c'est la même chose que le jacobien D de F1, FQ par rapport à Y1, YQ au point AB, qui est le déterminant de la matrice jacobienne de J au point AB de F, soit non nul. Donc JAB de F étant la matrice jacobienne de F au point AB. Et pour Q égale 1, la relation 3, c'est-à-dire qui donne la différentielle de phi en x, du théorème des fonctions implicites devient différentielle de phi en x, c'est la dérivée par rapport à d1 de f en x phi de x sur, moins bien sûr ici, moins, sur d de f sur dy x phi de x. Donc c'est moins d1 de f x phi de x sur d2 de f sur dy x phi de x. Donc on va appliquer ceci à un petit exercice qui est le suivant. Donc soit EF, deux espaces de Banach, θ, une application de isome de EF dans LC de FE, l'application définie par θ de U égale U moins 1. Alors, θ est de classe infinie et l'on a différentiel de θ en U en H égale à moins U moins 1 rond H rond U moins 1. Ceci, quel que soit H appartenant à LC de F. Bon, on va résoudre cet exercice. Soit donc F l'application de EF croix LC de FE dans LC de FF. L'application de LC de EF croix LC de FE dans LC de FF, qui définit par f de UV égale à U rond V moins l'identité de F. L'application donc, qui a UV fait associer G de UV, qui est égal à U rond V, est bilinéaire. Comme elle vérifie G de UV est majoré par la norme de U fois la norme de V, résultat classique connu, on déduit que cette application-là, G est continue. Donc c'est une application G, c'est une application linéaire, bilinéaire continue. Et pour tout UV appartenant à LC de F, croix LC de FE,
HK appartenant à LC de E, F croix LC de FE. Ici, on a G de U plus H, V plus K égale à U plus H rond V plus K. Ça donne U rond V plus une application linéaire en HK, qui est U rond K plus H rond V, plus ici H rond K qui va être un infiniment petit d'ordre 1. Alors H rond K est un infiniment petit d'ordre 1. Voilà, d'après cette relation-là, c'est majoré par la norme de HK au carré. Et donc G est différenciable au point UV, et l'on est différentiel de G au point UV appliqué à HK, c'est U rond K plus H rond V. De plus, on a D1 de G au point UV appliqué à H, ceci n'est rien d'autre que la différentielle de G en UV appliqué à H0, c'est H rond V. D2 de G de UV appliqué à K, c'est la différentielle de G en UV appliqué à 0K, qui est égal à U rond K. Ceci pour tout HK appartenant à LC de F. Croix LC de FE. Comme l'application qui a UV fait associer différentiel de G, UV et linéaire continu, on déduit que G est différenciable de classe infinie. Soit donc U0 appartenant à isome de F. On a évidemment f de U0, U0 moins 1 égale à 0. La différentielle D2 de F en U0, U0 moins 1 est surremplacée en H, c'est U0 en H. D1 de F en U0, U0 moins 1 en H, c'est H en U0 moins 1. Donc, D de F U0, U0 moins 1 est un homéomorphisme d'application réciproque K associe U0 moins 1 en K. Le théorème donc des fonctions implicites est applicable et il permet d'affirmer qu'il existe une partie ouverte U contenue dans isome de F et qui contient U0, une partie ouverte V contenue dans LC de FE contenant U0-1 et une application phi de U dans LC de FE de classe infinie telle que phi de U0 égale U0-1 pour tout UV appartenant U croix V, U rond V égale l'identité si et seulement si V égale phi U, et quel que soit H de LC de E, la différentielle de phi U, donc là l'expression de la différentielle, différentielle de phi U en H égale à moins D de F en U phi de U, moins 1 rond D1 de F en U de phi de U en H. Donc en remplaçant par les ingrédients précédents de la page précédente, D phi U en H, donc c'est D de F en U, phi de U moins 1 rond H rond U moins 1, donc en remplaçant, donc c'est moins U moins 1 rond H rond U moins 1. C'est QFD. Théorème, et ça c'est aussi un grand théorème qui est conséquence du théorème des fonctions implicites. On peut évidemment démontrer ceci à partir du théorème des fonctions implicites, comme on peut démontrer le théorème des fonctions implicites à partir du théorème d'inversion locale, de ce théorème-là. Ce théorème porte le nom théorème d'inversion locale. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si la différentielle de phi en un point A est un isomorphisme de E dans F, alors phi est un difféomorphisme d'un voisinage de A sur un voisinage de phi de A. Voilà, c'est qu'un difféomorphisme, ou c'est un difféomorphisme entre un voisinage
petit voisinage de A sur son image. Donc alors je répète, soit donc EF deux espaces de Banach, bien sûr l'espace de Banach est important, petit a appartenant à E, grand A une partie ouverte de E contenant A, et phi une application de A dans F, de classe N, N supérieur ou égal à 1. On ne met pas N égale 0, on évite la classe 0 qui veut dire la continuité. Alors on suppose que la différentielle de phi en A soit un isomorphisme de E sur F. Donc appartient isom de F, c'est un isomorphisme d'espace vectoriel normé. Alors il existe un voisinage ouvert U de E contenant A, un voisinage ouvert V de F contenant B qui est égal à F de A, tel que phi restreinte à U soit un C1 difféomorphisme de U sur V. Ah bon, on va démontrer ce théorème-là. Soit F l'application de A croix F dans F définie par F de X, Y égale à phi de X moins Y. Voilà. Parce que je veux inverser, donc je vais écrire maintenant X en fonction de Y. À partir de cette relation-là. Alors, la fonction F étant de classe Cn, 2 sur A croix F, et on a D1 différentiel d'indice 1 de F au point AB, c'est différentiel de phi indice A, qui est, par hypothèse, un isomorphisme d'espace vectoriel normé de E sur F. Et D2 de F, de deuxième d'indice 2 de F au point AB, c'est moins l'identité. Alors, on va changer les rôles de X et de Y dans le théorème des fonctions implicites. Alors, on va exprimer donc X en fonction de Y. Donc, en échangeant les rôles de X et de Y dans le théorème des fonctions implicites, on déduit qu'il existe un voisinage ouvert V de B, un voisinage ouvert U' de A, et une application unique psi de V dans E, de classe C1 telle que psi de B égale A. Voilà. Pour tout x, y appartenant à U' croix V, f de x, y égale à 0, équivaut à x égale à psi de y. Voilà l'inverse. D psi en y, c'est moins D1f en psi de y, y, moins 1, rond D2 de f en psi de y, y pour tout y. Alors, ceci, on va les changer au terme suivant. Psi de b égale a, inchangé. Pour tout x, y appartenant à U' croix v, f de x, y égale 0, c'est y égale phi de x. C'est la même chose que x égale psi de y. Et la différentielle de psi en y, c'est différentielle de phi en x moins 1 pour chaque y de v. Donc, pour u égale à u' inter phi moins 1 de v, on a psi rond phi de x égale x pour tout x de u. Donc, psi égale à phi restreint à u moins 1. Par suite, phi est un CN difféomorphisme. Merci.